Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques. Je me présente. Je suis Mohamed Eliès Chouk, professeur au Centre de biotechnologie de Borj Cedria en Tunisie et je suis spécialiste régional pour le protocole Je suis spécialiste régional donc pour l'Afrique auprès du projet BCH2 du PNUEFM. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous donner quelques indications sur l'écran que vous avez devant vous. Alors à gauche, vous avez l'écran du présentateur. C'est sur cet écran que vous allez voir toute la présentation d'aujourd'hui. À droite, vous avez votre panneau de contrôle, le panneau de contrôle du participant. Alors, sur ce panneau de contrôle, si vous cliquez sur l'onglet View, si vous ouvrez ce menu, vous pouvez cliquer sur la case Auto Hide de Control Panel. Cela vous permet d'escamoter ce panneau ou bien de l'afficher. Alors, si vous regardez cette barre rapide à gauche, la flèche blanche sur fond rouge dirigée vers la droite. Si vous cliquez sur cette flèche, vous pouvez soit cacher ce panneau, soit l'afficher. Sur cette même barre rapide, vous avez ici une main avec une flèche verte dirigée vers le haut. Si vous cliquez dessus, vous pouvez lever la main. Et vous aurez la possibilité, donc, tout à l'heure, de poser les questions que vous voulez poser à l'audience. Vous pouvez aussi sélectionner le mode audio qui vous convient pour participer à ce webinaire. Vous pouvez également envoyer des questions ou des commentaires en écrivant ici la question que vous voulez envoyer au présentateur. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter par email l'adresse webinar@bch2project.org. C'est écrit en bas de votre écran. Alors, dans l'écran suivant, vous pouvez aussi voir que dans votre panneau de contrôle, il y a un indicateur rouge qui indique que le webinaire est en cours d'enregistrement. Si vous ne voulez pas être enregistré, vous pouvez couper votre microphone et ne pas partager votre écran. Voilà. Donc, ce webinaire sera enregistré pour être publié ultérieurement avec les matériels éducatifs du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques ou CEPRB. C'est ce qu'on appelle communément BCH, c'est l'appellation anglaise pour Biosafety Clearinghouse. Les opinions et concepts des participants exprimés durant ce webinaire ne reflètent pas la position officielle du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Concernant les termes officiels relatifs au protocole de Cartagena, il faut se référer au secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Donc, quand vous participez à ce webinaire, vous comprenez et acceptez cela implicitement. Voilà.
Ceci étant dit, pour l'écran que vous avez donc pour participer à ce webinaire, nous allons voir maintenant le protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques. Nous allons voir un peu l'historique de ce protocole et son origine au niveau de la Convention internationale sur la diversité biologique. Nous allons voir l'objectif du protocole et comment fonctionne ce protocole. Nous allons voir quelques éléments clés de ce protocole et notamment, on va voir la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, APCC, ou AIA pour les anglophones, ceci pour une introduction intentionnelle d'organismes vivants modifiés, OVM, dans l'environnement. Nous allons voir aussi la procédure à suivre pour les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. Nous verrons aussi donc le partage de l'information par l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, CEPRB ou bien BCH. Nous verrons les types de données et l'utilisation de ces données. Bien. Donc, concernant l'origine du protocole, il a pris origine au niveau de la Convention sur la diversité biologique qui a été adoptée, rappelez-vous, en 1992 à Rio. Notamment, dans son article 8G, la Convention met en place ou maintient des moyens pour réglementer, gérer ou maîtriser les risques associés à l'utilisation et à la libération d'organismes vivants et modifiés résultant de la biotechnologie, qui risquent d'avoir sur l'environnement des impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Voilà donc au niveau de l'article 8G de la Convention, on annonce qu'il va y avoir donc des moyens donc, pour réglementer l'utilisation et la libération des organismes vivants et modifiés. Au niveau de l'article 19.3 de la même convention, les parties examinent s'il convient de prendre des mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme d'un protocole, comprenant notamment un accord préalable donné en connaissance de cause, définissant les procédures appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de l'utilisation en toute sécurité de tout OVM résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Voilà donc la Convention sur la diversité biologique qui demande aux parties de mettre en place un protocole. Et notamment, on va voir qu'il va y avoir un accord préalable donné en connaissance de cause. Donc, le protocole a pris son origine au niveau de la Convention. Voilà donc. Alors, ce protocole de Cartagena pour la prévention des risques biotechnologiques, est un accord international ou bien un traité qui a été conclu et adopté dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. Ne peuvent pas être parties du protocole ceux qui ne sont pas déjà parties de la Convention sur la diversité biologique. Le protocole a été adopté le 29 janvier 2000 et il est entré en vigueur le 11 septembre 2003 après le dépôt du 50e instrument d'adoption ou de ratification du protocole. Et à ce jour, nous avons 164 parties au protocole. Vous pouvez avoir la liste de ces parties à l'adresse suivante http://bch.cbd.int/protocole/partie/. Sachez aussi que le corps gouvernant du protocole, c'est la conférence des parties, réunion des parties pour le protocole. Ou bien, c'est ce qu'on appelle communément en anglais COPMOP, Conference of Parties, Meeting of Parties. COPMOP, il y en a eu jusqu'à maintenant 6. La dernière a eu lieu le 1er au 5 octobre 2012 à Hyderabad, en Inde. Alors, comment fonctionne le protocole de Cartagena?
Alors, on ne va pas parcourir tous les 40 articles du protocole, mais on va voir l'essentiel. Le protocole va mettre en place les obligations et les principes qui sont applicables à tous les OVM. On verra qu'il va y avoir des catégories d'OVM définies par le protocole. Ce ne seront pas des catégories scientifiques, mais c'est plutôt des catégories pratiques. Il va aussi donc établir des règles et des procédures spécifiques qui sont applicables aux mouvements transfrontières de catégories spécifiques d'OVM. Il va établir des arrangements institutionnels pour l'administration, la supervision et l'évolution future du protocole. Il va enfin prendre des dispositions pour la création de capacités et les ressources financières afin d'aider les pays en développement, parties, et les parties à économie en transition dans la mise en œuvre du protocole. L'objectif du protocole est indiqué dans son article 1. L'objectif du présent protocole est donc de contribuer à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent sur les mouvements transfrontières. Donc, l'objectif est clair, il s'agit donc du transfert, manipulation et utilisation des organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui pourraient avoir des effets défavorables sur la biodiversité. Bien. Alors, quelle est la définition des organismes vivants modifiés dans le protocole, dans l'article 3G? On entend par organisme vivant modifié tout organisme vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la biotechnologie moderne. C'est quoi la biotechnologie moderne? Toujours dans l'article 3, au point I. La biotechnologie moderne s'entend de l'application de techniques in vitro aux acides nucléiques, y compris la recombinaison de l'acide désoxyribonucléique, ADN, et l'introduction directe d'acides nucléiques dans des cellules ou organismes. Aussi, la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique est aussi considérée comme biotechnologie moderne. Voilà donc pour la définition des OVM. Alors, le champ d'application du protocole de Cartagena pour la biosécurité va donc s'appliquer au mouvement transfrontière, au transit et à la manipulation et l'utilisation de tout OVM qui pourrait avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également des risques pour la santé humaine. Voilà le champ d'application du protocole. Il va donc s'appliquer, on va voir, à deux principales catégories d'OVM. La première, c'est les OVM qui seront destinés à une introduction volontaire dans l'environnement. La deuxième catégorie, c'est les OVM qui seront destinés à une utilisation directe dans l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Par contre, le protocole ne va pas s'appliquer à certaines catégories, notamment, dans l'article 5, les OVM qui sont des produits pharmaceutiques. L'article 5, il dit que le présent protocole ne s'applique pas donc au mouvement transfrontière d'OVM qui sont des produits pharmaceutiques destinés à l'homme, relevant d'autres accords ou organismes internationaux pertinents. Cette catégorie donc d'OVM ne rentre pas dans le champ d'application du protocole. La deuxième catégorie d'OVM qui ne rentre pas non plus dans le protocole, c'est les OVM en transit. Dans l'article 6.1, les dispositions du présent protocole concernant la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'appliquent pas donc aux OVM en transit. De la même manière, et dans l'article 6.2, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause ne s'applique pas au mouvement transfrontière des OVM destinés à être utilisés en milieu confiné, qui sont effectués conformément aux normes de la partie importatrice. Milieu confiné, par exemple, au laboratoire. Voilà donc les catégories qui sont exemptes du protocole, disons. Voyons maintenant qu'est-ce que c'est que cette
procédure d'accord préalable en connaissance de cause qui est énoncée dans l'article 7 du protocole. Alors, l'article 7, dans son paragraphe 1, nous fait savoir que sous réserve des articles 5 et 6, dont on vient de parler concernant les produits pharmaceutiques, les OVM en transit et les OVM destinés à être utilisés en milieu confiné, donc sous réserve des articles 5 et 6 précédents, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause prévue aux articles suivants, 8, 9, 10 et 12, s'applique avant le premier mouvement transfrontière intentionnel d'OVM destiné à être introduit intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice. Donc, il s'agit ici d'un premier mouvement transfrontière intentionnel d'OVM, et cet OVM va être introduit intentionnellement dans l'environnement de la partie importatrice. Donc, la procédure d'accord préalable pris en connaissance de cause va concerner donc ce premier mouvement transfrontière intentionnel d'OVM et une introduction dans l'environnement de la partie importatrice. Cette procédure d'accord préalable en connaissance de cause va permettre donc à la partie importatrice d'être avertie de l'importation proposée. Elle va recevoir une information complète sur l'OVM et l'utilisation projetée. Elle va avoir la possibilité d'évaluer les risques associés à cet OVM et de décider d'autoriser ou non son importation. Voilà donc la procédure d'accord préalable en connaissance de cause. Schématiquement, comment va se dérouler cette procédure d'accord préalable pris en connaissance de cause? Nous avons ici un exportateur à gauche et un importateur à droite. L'exportateur va envoyer une notification à l'importateur. Cette notification va comprendre toutes les informations demandées par l'annexe 1 du protocole. À son tour, l'importateur va envoyer un accusé de réception dans les limites de 90 jours pour dire qu'il a reçu les informations nécessaires concernant cette OVM. Par la suite, il va donner sa décision. Dans les 270 jours, cette décision doit parvenir à l'exportateur, mais elle doit aussi être publiée sur le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, sur le BCH. Alors, cette prise de décision, elle peut ou doit tenir compte de l'évaluation des risques, suivant l'article 15, paragraphe 2 du protocole. Elle tiendra compte des considérations socio-économiques s'il y a lieu, article 26 du protocole. Elle tiendra compte de l'approche de précaution. Elle tiendra compte de la participation du public, article 23, paragraphe 2, et tiendra compte aussi des informations confidentielles, article 21. Cette décision peut soit autoriser l'importation de cette OVM, soit interdire l'importation de cette OVM, soit demander des informations pertinentes complémentaires ou, enfin, prolonger les 270 jours par une période définie de temps. À chaque fois, bien sûr, la partie importatrice va donner les raisons pourquoi il interdit, pourquoi il demande des informations et pourquoi il prolonge de 270 jours. À moins qu'un consentement inconditionnel n'est donné, la partie importatrice doit donc justifier sa décision. Voilà donc schématiquement ce que c'est que la procédure d'accord pris en connaissance de cause. Concernant donc la première introduction d'OVM, introduction intentionnelle dans l'environnement de la partie importatrice. Bien. À cette procédure d'accord préalable pris en connaissance de cause, il y a des exceptions. On en a parlé, les OVM en transit ne rentrent pas dans la procédure d'accord préalable du protocole. Les OVM destinés à une utilisation au milieu confiné dans la partie importatrice ne rentrent pas non plus dans cette procédure. De même, les OVM destinés à une utilisation directe ou en alimentation humaine ou animale ou à la transformation ne rentrent pas dans cette procédure. Ça, on va la voir, cette procédure-là. Enfin, les OVM exclus par décision de la COP-MOP ne rentrent pas non plus dans cette procédure. Ceci étant bien sûr le minimum que demande le protocole.
Bien. Voyons maintenant la procédure en ce qui concerne les OVM destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés. C'est l'article 11 du protocole. Alors, l'article 11, il va faire référence aux OVM qui pourraient faire l'objet de mouvements transfrontières pour une utilisation directe dans l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Bien. Alors, que dit l'article 11? Toute partie qui prend une décision définitive concernant l'utilisation sur le territoire national, y compris la mise sur le marché d'un OVM qui peut faire l'objet d'un mouvement transfrontière et qui est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, doit, cette partie donc doit, dans les 15 jours qui suivent, en informer les autres parties par l'intermédiaire du CEPRB, du BCH. Donc, une partie prend une décision de mettre sur le marché un OVM. Dans les 15 jours, elle informe les autres parties qu'elle a mis sur le marché un OVM X, Y, etc. Voilà donc l'article 11 concernant les OVM destinés à l'alimentation humaine, animale ou pour la transformation. Bien. Maintenant, dans l'article 11, paragraphe 5, chaque partie doit mettre à la disposition du centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques une copie de toutes les lois, réglementations et directives nationales applicables à l'importation des OVM, destinés à être utilisés directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés, si bien sûr ces lois et réglementations, etc. sont disponibles. Donc elle informe les parties des dispositions qu'elle met en vigueur sur son territoire. L'article 11.6 maintenant, en l'absence d'un cadre réglementaire national, lorsqu'il exerce sa compétence nationale, un pays peut déclarer, par l'intermédiaire du centre d'échange, CEPRB, que sa décision préalable à la première importation d'un OVM destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformée sera prise à l'issue d'une évaluation des risques entreprise conformément à l'annexe 3 et dans un délai prévisible ne dépassant pas les 270 jours. Donc voilà les droits d'une partie. Même si elle ne dispose pas donc de cadre réglementaire, elle peut, lorsqu'elle exerce sa compétence, demander à ce qu'il y ait une évaluation des risques pour un OVM, même s'il est destiné à être utilisé directement pour l'alimentation humaine ou animale ou à être transformé, mais dans un délai prévisible ne dépassant pas les 270 jours. Voilà donc pour ces deux principales procédures que l'on trouve dans le protocole. Alors, à titre de comparaison, la procédure d'accord préalable en connaissance de cause, c'est une procédure bilatérale qui est basée sur la communication directe entre deux parties. C'est-à-dire que si deux parties engagent une procédure APCC, les autres parties pourraient ne pas en entendre parler. Par contre, la procédure OVR à acheter est une procédure essentiellement multilatérale d'échange d'informations. Car lorsque une partie met cette information sur le CEPRB, sur le BCH, toutes les parties sont informées de cette décision. Voilà donc les deux catégories de procédures et la différence entre elles. L'une est une procédure bilatérale entre deux parties, l'autre est un mécanisme multilatéral entre les parties au protocole. Bien. Alors, il y a aussi la possibilité pour les parties comme pour les exportateurs, la possibilité d'examiner leurs décisions. Alors, l'article 12 autorise donc une partie importatrice à reconsidérer et modifier sa décision lorsqu'elle a de nouvelles informations scientifiques concernant bien sûr le mouvement transfrontière intentionnel d'un OVM. Donc le paragraphe
le dit clairement, une partie importatrice peut à tout moment, au vu des nouvelles informations scientifiques, reconsidérer et modifier sa décision concernant un mouvement transfrontière intentionnel. Par exemple, si elle a autorisé un OVM et qu'aujourd'hui nous avons des informations, par exemple, sur des risques sur la biodiversité, elle peut très bien, une partie, reconsidérer sa décision et interdire, par exemple, le transfert de cet OVM. La même chose, si elle a interdit un OVM auparavant, si des données nouvelles, des informations scientifiques permettent de dire qu'il n'y a pas de risque concernant cet OVM, etc., une partie peut très bien, après avoir décidé d'interdire, au contraire, autoriser cet OVM à rentrer dans sa juridiction. De la même manière, une partie exportatrice ou l'auteur d'une notification peut demander à une partie importatrice de reconsidérer la décision qu'elle a prise, la concernant. Ceci s'il y a un changement de circonstance ou une nouvelle information devient disponible. Par exemple, et généralement, lorsque un OVM est refusé par une partie, la partie exportatrice peut, si elle a de nouvelles données scientifiques ou techniques, etc., concernant cet OVM et qui remettent en cause la décision de la partie importatrice, une partie exportatrice peut donc demander, à la lumière de ces nouvelles données, demander à la partie importatrice de revoir sa décision et voir la possibilité donc d'autoriser son OVM. Bien, voilà donc concernant l'examen des décisions telles que énoncées dans l'article 12. Alors, concernant l'évaluation des risques, on en a parlé lors de la prise de décision. Il faut savoir que ces évaluations des risques sont entreprises en vertu du présent protocole et le sont selon des méthodes scientifiques éprouvées, conformément à l'annexe 3. Donc, il y a une procédure à suivre pour les évaluations de risques et ce sont des méthodes scientifiques éprouvées donc, qui doivent être utilisées pour l'évaluation des risques. Bien. Concernant maintenant les mouvements transfrontières non intentionnels. Lorsqu'une partie s'aperçoit ou se rend compte qu'il y a un OVM qui est libéré, qui est issu de son territoire, par exemple, et d'une manière intentionnelle, et qui va probablement toucher une partie ou plusieurs parties vont être potentiellement touchées. Ces parties potentiellement touchées vont recevoir une notification concernant cet OVM libéré d'une manière non intentionnelle. Cette notification va comprendre en particulier les quantités qui ont été relâchées, si elles sont connues, les caractéristiques de cet OVM ou de ces OVM, la date de leur libération dans l'environnement, les circonstances de cette libération et les risques possibles. Elle va consulter immédiatement les parties touchées afin de déterminer quelles sont les interventions appropriées, y compris les mesures d'urgence. Elle va mettre en place des solutions concertées et elle va élaborer des plans d'action conjoints avec la ou les parties qui sont potentiellement touchées. Dans cet article 17, sachez aussi que les parties doivent informer donc le BCH de la personne à contacter d'urgence. On va le voir tout à l'heure dans les mesures institutionnelles instaurées par le protocole de Carthagène. Voilà donc pour les mouvements transfrontières non intentionnels. Concernant maintenant la partie institutionnelle du protocole et concernant les autorités nationales compétentes et les correspondants nationaux, l'article 19 demande donc aux parties, lorsqu'elles auront ratifié, et dès l'entrée en vigueur du protocole pour une partie, c'est-à-dire 3 mois après la ratification, cette partie doit désigner un correspondant national chargé d'assurer en son nom la liaison avec le secrétariat du protocole. Ce sera le point focal protocole. Deuxièmement, elle doit désigner un correspondant national pour le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques pour assurer la liaison avec le secrétariat concernant les questions relatives au développement et la mise en œuvre du centre d'échange pour la biosécurité, CEPRB. Ce sera le point focal BCH. Troisièmement, elle doit désigner une ou plusieurs autorités nationales compétentes.
chargé de s'acquitter des fonctions administratives qu'appelle le protocole et autorisé à agir en son nom dans l'exécution de ses fonctions. Enfin, elle doit communiquer au centre d'échange les coordonnées de la personne habilitée à recevoir les notifications provenant des autres parties de mouvements transfrontaliers non intentionnels d'objet. C'est l'article 17 dont on vient parler tout à l'heure. Sachez aussi qu'il faut notifier au secrétariat les noms et adresses de ces correspondants nationaux et de ces autorités nationales compétentes. C'est important. Il ne faudrait pas, par exemple, donner des adresses boîte postale pour des mesures d'urgence. Bien, donc des noms et adresses bien précises des correspondants nationaux demandés par l'article 19. Voilà donc les arrangements institutionnels instaurés par le protocole. Enfin, et bien sûr, le Centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques, CEPRB ou BCH en anglais, a été établi dans l'article 20. L'article 20, donc, va mettre en place un centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques dans le cadre du mécanisme d'échange prévu au paragraphe 3 de l'article 18 de la Convention. Alors, comme tous les autres mécanismes d'échange, celui-ci, le BCH ou le CEPRD, va faciliter l'échange d'informations scientifiques, techniques, écologiques et juridiques, ainsi que de données d'expérience relatives aux organismes vivants modifiés. Il va aussi aider les parties à appliquer le protocole. Et ceci en tenant compte des besoins spécifiques des pays en développement, notamment les moins avancés d'entre eux et les petits États insulaires en développement et des pays à économie en transition, ainsi que des pays qui sont des centres d'origine et des centres de diversité génétique. Donc, deux choses essentielles sont instaurées. Le centre d'échange, bien sûr, qui va faciliter l'échange d'informations et il va aider les parties à appliquer le protocole. C'est pour ça que souvent le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques est considéré comme le pilier du protocole, puisque c'est à travers ce centre d'échange que vont communiquer les parties les informations relatives aux OVM. Bien, donc les parties au protocole ils vont avoir l'obligation de rendre certaines informations disponibles par l'intermédiaire du centre d'échange. Par exemple, les lois et les réglementations nationales, les contacts nationaux, les décisions du pays, l'évaluation des risques des OVM, les accords régionaux, bilatéraux et multilatéraux qu'a contracté cette partie avec d'autres parties ou d'autres régions. Bien. Toutes ces informations vont être mises sur le centre d'échange pour la prévention des risques biotechnologiques. Bien. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre attention et je vous laisse la parole pour vous exprimer, poser des questions donc, à propos de cette session. Merci à tous. Mohammed, do you hear me? Yes. Yeah, please just remember people that they can raise their hands, and if I see a hand here, I will signal. Bien, alors pour ceux qui voudraient poser des questions, sachez que vous avez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la barre rapide à gauche, vous avez dans votre panneau une main. Si vous voulez poser des questions, vous cliquez sur cette main et je vous donnerai la parole pour écouter votre question. Bien. Une question? Vous pouvez aussi écrire votre question là, dans la partie que je vous ai indiquée tout à l'heure. Vous pouvez poser la question par écrit si vous le désirez.
Bien. Je n'ai pas de questions de la part de l'assistance. Merci encore pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Au revoir.